Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve pour le débriefing de la 8e journée de MLS. C'est parti, on y va tout de suite. La 8e journée s'est déroulée ce week-end et on est sur une journée où on n'a pas eu énormément de buts, on a eu des matchs assez serrés. 5 équipes se sont imposées à domicile, 6 ont réussi à s'imposer à l'extérieur, donc plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile, c'est à noter en MLS. Et il y a eu 4 matchs nuls au total, dont 3 0-0. On a eu 32 buts, soit une moyenne d'un tout petit peu plus de 2 buts par match. On est sur une journée où, comme je l'ai dit un peu sur X, je trouve qu'on n'a pas le spectacle qu'on a d'habitude, mais ça traduit tout simplement que la MLS progresse sur le plan défensif. On a un gros travail qui est fait depuis quelques saisons sur la formation, sur le recrutement, où les cellules sont de plus en plus performantes. Et on le voit aujourd'hui, les défenseurs sont de meilleure qualité, que ce soit défensivement, mais également dans leur apport offensif. On a des tacticiens, des coachs qui sont de qualité. Tout simplement, la MLS progresse et c'est bon pour son image. Toutes les équipes bosse bien, donc moi je trouve que c'est quand même un bon signal pour la suite en MLS. Et peut-être que justement le fait que toutes les équipes progressent montre qu'aujourd'hui c'est une ligue qui va rentrer dans les peut-être meilleures ligues du monde dans quelques saisons. Certes, on est un peu déçu parce qu'on se dit ah, c'est pas la MLS où ça part dans tous les sens, mais la MLS où ça part dans tous les sens, vous le voyez sur les réseaux sociaux ou quand vous parlez à des gens qui ne suivent pas la MLS, c'est le premier truc qu'on va vous dire. On va vous dire ah, la MLS, les défenses en carton, les gardiens en bois. Aujourd'hui, on a d'excellents gardiens, on a de bonnes défenses, on a des très bonnes attaques, des gros milieux de terrain et on a une MLS qui est dans une phase de progression, ce qu'on n'avait pas forcément encore l'année dernière où c'était encore un peu le bazar où les joueurs offensifs se promenaient. Là, ça l'est beaucoup moins. Il faut vraiment être un top joueur pour faire des grosses différences. Eh bien écoutez, on va rentrer dans le détail tout de suite de ces matchs. Le premier match qu'on avait sur cette journée, c'était Toronto qui recevait Minnesota. Je vous le disais vendredi, Toronto est une équipe qui va un petit peu mieux. Ça se confirme, troisième match sans défaite, 0-0 face à Minnesota, 0,45 de XG pour Toronto, 0,70 pour Minnesota. Je ne vais pas vous le cacher, je l'ai regardé d'un œil et j'ai bien fait, c'était un match assez ennuyant, assez équilibré. On voit quand même que Toronto progresse sur le plan défensif et que les idées de Robin Fraser se mettent en place petit à petit. Maintenant, il s'agirait d'être un peu plus impactant offensivement parce que malgré Bernardeschi et Insigne, c'est quand même assez pauvre. Sean Johnson leur a encore sauvé la mise, vraiment un super gardien. Alors on m'a dit la stat, ça sort comme quoi c'est l'un des pires gardiens au niveau des arrêts ou autres. Franchement, irréel, vous regardez le nombre de buts qu'il sauve à son équipe, c'est quand même assez impressionnant et c'est des arrêts parfois et même souvent spectaculaires. Du côté de Minnesota, c'était leur deuxième déplacement à l'extérieur. Alors, ils ont été plutôt bons, mais dans les 30 derniers mètres, j'ai trouvé qu'ils ont bafouillé leur football et ils ont eu beaucoup de mal à se trouver. Mais leur bilan à l'extérieur est très correct puisque c'est 8 points sur 15 possibles. Le second match qui se jouait avec un quart d'heure de décalage, c'était Atlanta qui recevait New England. Bon, vous doutez bien que j'étais devant ce match et que j'ai pété mon crâne. Atlanta, j'ai l'impression de voir encore comme les 3 dernières saisons, c'est la même chose. C'est nul, il n'y a rien. Il se passe rien. Ça fait 6 matchs sur 8 à domicile quand même pour Atlanta cette saison. Et ils ont pris que 8 points sur 18. C'est le pire début de saison de l'histoire du club. Et on le voit déjà, le Ben Stadium n'est pas plein et se vide petit à petit alors qu'on est qu'au début de la saison, hein. Les supporters d'Atlanta, il faut savoir que dès que ça leur convient pas, ils ne viennent plus au stade. L'année dernière, ça sonnait creux à des moments. C'est un stade qui fait 70 000 places. Et je ne serais pas étonné qu'on ait que 15 000 sur les matchs à venir à domicile pour Atlanta.
Bon, on a eu un but refusé superbe d'Almiron où Amador est hors-jeu. Alors c'est un peu discutable puisque c'est le défenseur qui lui remet. Alors oui, il est hors-jeu au départ du centre, mais le défenseur le remet en jeu centre. Et c'était un beau but d'Almiron. Almiron, il va falloir en parler parce que, bah, comme je le dis depuis des semaines avec Miranchuk, ça va pas du tout. On a vu une super fin de match contre NYCFC où Atlanta a retourné le match. C'est le moment où Almiron est passé en 10 et que Miranchuk a reculé. Et là, ça a été super intéressant. Là, on est reparti dans un délire. Alors, le coach, j'ai l'impression qu'il est un peu paumé parce que là, il a voulu dire bon, on met Almiron à gauche, Sabalo Bianidze à droite, et puis Miranchuk en 10. Bah, ils se sont encore marchés dessus. Almiron veut trop en faire, et du coup, bah, il est pas bon, tout simplement. Miranchuk qui sait plus où se placer. Je verrais bien un système pour Atlanta, un peu à la Columbus et Wilfried Nancy, vous savez, le sapin de Noël avec deux numéros 10 sous l'attaquant. En plus, c'est parfait, vous avez Emmanuel Latlas. Bon, ça veut dire que bah, on va sacrifier peut-être un Sabalo Bianidze ou un Miranchuk. Dans un premier temps, je pense que ce sera plutôt Sabalo Bianidze, même s'il est plutôt bon sur ce début de saison. Mais je demande à voir. En tout cas, bah, Delia a pas l'air d'avoir envie de bouger, mais va falloir s'en préoccuper. Quand je vois que c'est Emmanuel Latlas qui provoque le penalty, il défend comme un attaquant, tout simplement. Mais pour moi, il a rien à faire à défendre dans la surface sur un corner. Je sais pas, exploite sa vitesse. Dis-toi que tu vas le laisser un peu plus haut pour exploiter une transition rapide, mais non. Je suis déçu. Atlanta, c'est quand même 2,21 de XG et ils mettent 0 but. Donc ça pêche dans le côté offensif et puis défensivement, bon, on est quand même sur une équipe qui prend des buts casquettes et très évitables. Faudrait regarder un peu tous les buts qu'Atlanta a pris depuis le début de saison, mais je pense qu'il y en a presque la moitié qui sont évitables. Les Revs, 1,68 de XG. Chancalay et Campagna étaient de retour sur le banc. Campagna a croqué en face à Guzan à la toute fin du match sur un super retour d'un défenseur d'Atlanta. Noel Buck, qui était revenu de près de Southampton, était absent du groupe. Tom Bogert nous a dit qu'il négocierait sérieusement avec une autre équipe de MLS. Donc d'ici le 23 avril, fin du mercato, on pourrait avoir un départ de Noel Buck. Ivasic a encore été incroyable. Il a évité 1,48 buts. Carles Rill, c'est le maestro. Franchement, sans lui, je pense que cette équipe, il n'y a rien. Il va chercher le penalty, il le met. Il faut noter une chose, hein, les Revs, ils n'ont pas marqué un seul but dans le jeu. C'est-à-dire c'est une équipe qui a mis 4 buts en 8 matchs, mais 0 dans le jeu. Il y a un CSC de Thiago Martins, un coup franc de Carles Rill et 2 penalties de Carles Rill. Donc les Revs qui, malgré leur victoire, qui est très importante et qui est belle, c'est toujours difficile d'aller gagner à Atlanta, ne rassurent pas du tout, puisque bah, ils ont vraiment une Carles Rill dépendance et ils ont beaucoup de mal à se mettre, à mettre en difficulté leurs adversaires, hormis sur les coups de pied arrêtés qui sont plutôt bien tirés par Carles Rill. Le match de 22h30, c'était Orlando qui recevait les Red Bull New York. Comme je le pensais, Orlando a été dominateur, mais en face, on a eu les Red Bull New York défensifs qui n'ont pas craqué. 1,68 de XG pour Orlando, 0,48 pour les Red Bull New York. Coronel encore excellent, on parle des gardiens. Coronel s'est fait remonter les bretelles il y a 2 semaines par le coach. Et depuis, ça fait 2 gros matchs qui sortent. Les Red Bull New York, comme d'habitude à l'extérieur, c'est faible. Enfin, faible. C'est qu'offensivement, ils n'arrivent pas à se montrer. Défensivement, ça reste très solide. Et ils peuvent compter sur leurs gardiens. Le carton rouge d'Orlando, je pense il leur a clairement sauvé le match de la défaite parce qu'Orlando était très dominateur, poussé, et dès qu'il y a eu le carton rouge, ça a été plus compliqué. Donc 1-0-0, c'est des regrets du côté d'Orlando, et bah, les Red Bull New York continuent leur petit parcours et gardent leur statut d'équipe très difficile à manœuvrer cette saison. On va passer au match de la nuit, donc il y avait un Montréal-Charlotte que j'ai regardé. Charlotte s'est imposé 1-0 à Montréal. Montréal a été dominateur. Le nul pour moi était mérité, hein. Quand on regarde les XG, c'est 1,58 pour Montréal et 0,54 pour Charlotte. Je vais commencer par Charlotte. Ils leur ont fait très mal en première mi-temps, j'ai trouvé, sur leur transition avec la vitesse de Vargas, d'Abada, la qualité de passe de Bill, le poids que met Aguiemang devant. C'est un combo qui est quand même difficile à contrôler, même si à Montréal, ils l'ont plutôt bien fait. On sait que Charlotte est une grosse équipe et que même malmenée, elle peut faire mal à tout moment et ensuite garder le score. Il y a eu un excellent Kalinja, un très bon Malanda qui a été élu homme du match, mais comme je l'ai dit, Malanda certes fait un excellent match, mais il est à 2 doigts de provoquer 2 fois un penalty et très très limite sur certaines interventions. Bon, c'est pas sifflé, donc oui, énorme match, mais j'oublie pas cette partie où il est un peu sauvé par un hors-jeu, par un joueur qui en rajoute un petit peu trop.
Pep Bill a encore été décisif, c'est 3 buts, 5 passes décisives sur les 8 premiers matchs. Il le veut, hein, clairement, son spot de DP, même si son match est pas fou, bah, c'est lui qui a allumé la lumière une fois de plus. Aguemang n'est pas le buteur qu'on cherche, mais il est essentiel, hein, franchement. Je pense que Campbell, vous lui demandez à la fin du match, c'est comme quand vous avez Benteke, hein, t'en as ras le cul parce que le mec, il vient de bousculer, il te secoue, il aimante les défenseurs, t'es obligé de le suivre. Et il a quand même eu deux belles occasions qu'il n'a pas réussi à transformer. Du côté de Montréal, bah, ils ont fait une belle entame et même une belle partie parce qu'ils ont quand même privé de ballon Charlotte. Dès la 5e minute, il y a une tête sur le poteau de Campbell. Et juste après, une frappe de Clark qui est déviée par Malanda. Donc ça peut vraiment pencher en leur balance et ouvrir le score. Owuzu, qui est très critiqué par les supporters, moi je le trouve hyper intéressant. Alors oui, devant le but, on sait, hein, c'est pas le finisseur, il a du déchet devant le but, c'est sûr, il a un XG de 4 attendu depuis le début de saison et il a pas marqué. Mais ce que je trouve, c'est que dos au jeu, vous regardez, il perd quasiment aucun ballon, peu importe le défenseur qu'il a sur son dos. Il met des temps de conserve dos au jeu pour faire remonter le bloc, il joue en appui en remise. Et c'est un joueur qui exploite quand même bien la profondeur, mais qui n'est pas forcément servi. Et on l'a vu à la fin du match, il y a Vrioni qui est rentré et qui lui va un peu plus tête baissée vers l'avant, se procurer des occasions. Donc je pense que ça peut être une association, parce qu'on ne l'a pas encore vu depuis le début de saison, qui peut être intéressante. Owuzu et Vrioni plus dans la finition. J'ai bien aimé le match de Pietrasso qui a été ultra disponible et plutôt bon dans ses appels et ses centres sur le côté. Par contre, il y a un joueur qui est sorti à la mi-temps et c'est tout à fait logique, c'est Loturi. Alors il est très généreux, mais le déficit technique, franchement, j'en vois tous les week-ends des joueurs comme ça en National 2, c'est très très faible, hein. Et quand on voit le joueur qui est rentré, le jeune Sinchuk qu'on a enfin vu, c'est très prometteur. Techniquement, c'est plutôt propre. Après, bon, il a été bien cerné sur son côté, il n'a pas fait énormément de différence, mais j'ai trouvé vraiment intéressant son entrée et je pense que c'est un joueur qui va progresser et qui va être plutôt bon à suivre du côté de Montréal. Après, bah, il y a un joueur, bah, c'est Piet. Alors, Piet, je trouve il coupe beaucoup d'occasions. Par contre, il joue le cul dans un fauteuil devant la défense. C'est son apport offensif qui manque, mais par contre, défensivement, je suis d'accord, il est essentiel parce qu'il coupe des occasions, des situations, des contres, des transitions qui peuvent faire très très mal. Donc voilà, un match, on se répète un petit peu, Montréal c'est quand même encourageant, mais ça manque d'un tueur, ça manque de qualité technique. Pour moi, Montréal aujourd'hui, eh ben, il leur faut deux DP. Deux DP de qualité, qui soient au milieu, c'est au milieu qu'ils doivent avoir les DP ou sur les côtés devant. Mais s'ils veulent gagner des matchs, il va leur falloir plus de qualité technique dans la finition, dans la dernière passe. Parce qu'aujourd'hui, on a Clark, mais Clark, on en attend beaucoup plus. Bryce Duke, bah, on en attend énormément plus. Et Nathan Saliba, alors il a été un peu mieux ce week-end, mais c'est pareil, c'est pas encore le top joueur. Et il faut vraiment que Montréal bah, recrute. Mais bon, ça, on le sait, c'est le gros problème de Montréal et de ses dirigeants qui ne veulent pas mettre la main à la poche. Il y avait un autre match que j'ai regardé en double fenêtre, c'était DC qui recevait Cincinnati et Cincinnati, même sans Evander, même sans un grand Denki, a réussi à s'imposer à DC 1-0, grosse victoire, malgré un XG de 0,66, DC a eu 0,88, donc on a eu un match assez fermé. DC, c'est une équipe qui est vraiment assez pauvre, qui dépend des coups d'éclat de Peglo, de Benteke. Et derrière, en défense, c'est quand même très fébrile et très faible. Benteke a quand même pas mal loupé et buté sur encore une fois un excellent Celentano qui continue d'enchaîner, de monter en puissance avec Cincinnati, c'est vraiment intéressant. Cincinnati, on a eu un superbe but du jeune Valenzuela, un festival sur son but en mode maestro, et sur plusieurs situations, on a vu qu'il pouvait faire la différence, même si après on l'a pas énormément vu. Cincinnati a été très solide comme d'habitude, c'est pas le jeu le plus beau, un peu comme Charlotte, mais c'est efficace à l'extérieur et ça prend les 3 points. Voilà, les grosses équipes, Columbus, Cincinnati, Charlotte, bah, ce week-end, c'est pas les plus belles, mais c'est celles qui s'imposent et qui sont en tête de la conférence. Et c'est tout ce qu'on attend d'une équipe. Je vais faire une aparté comme l'a dit Donadel. Vous savez, à Montréal, il a dit, ouais, limite, il a dit, j'aurais honte d'avoir gagné comme Charlotte le fait. Ouais, mais sauf que Charlotte est deuxième de la conférence et toi, tu es dernier. Donc à un moment, bah, c'est bien de vouloir bien jouer, mais le but, c'est de gagner dans les matchs de foot. Donc pour en revenir à Cincinnati, l'intéressant, c'est que Matt Miazga a rejoué les 10 dernières minutes. Et ça, c'est plutôt bon signe et ça va encore rassurer leur défense qui est déjà très solide, mais on l'a encore pas ADB. Donc voilà, c'est une équipe qui va être très très compliquée à aller chercher, tout comme Charlotte et Columbus. Il y avait un autre match, c'était NYCFC qui recevait Philadelphie. Eh bien, un match assez équilibré dans les XG, un 26 pour New York et un 17 pour Philadelphie.
New York s'impose face à une grosse équipe de Philadelphie qui a dominé, mais qui en transition s'est fait avoir sur un dégagement et une sortie calamiteuse de Rick, puisque Blake qui était questionable est finalement out. Blake, il va falloir en parler un moment. C'est quand même inquiétant d'avoir un gardien qui est tout le temps blessé plusieurs semaines, toutes les saisons. Ça a beau être un super gardien, c'est quand même fou de autant se blesser. Et Rick, clairement, a fait une sortie à la pêche sur le but. Martinez, bah, il n'y a que lui de toute façon qui peut marquer des buts à NYCFC, ne s'est pas fait prier et a marqué. On a eu Matt Freeze qui a été excellent encore, qui a fait des arrêts impeccables sur les frappes de loin, sur les têtes, il va chercher. Et bah Philadelphie qui au final s'en est remis à des coups de pied arrêtés, qui a été un peu stérile dans le jeu, hormis sur des frappes de loin, et bien s'incline contre New York qui, mine de rien, continue son bon chemin et se replace dans cette conférence. Le match suivant, enfin, qui était en même temps, et c'était Vancouver qui jouait contre Austin. Franchement, je voyais un 0-0, mais cette équipe de Vancouver, je le répète, elle déjoue tous les pronostics. Brian White qui met un quadruplé, Sabi décisif. C'est une équipe qui, cette saison, est impronosticable puisqu'elle est incroyable. Elle gagne tous ses matchs et elle joue sans Ryan Gold et Berhalter qui étaient sur le banc au début du match. Donc, comme je le dis, Brian White incroyable, Sabi très bon, Takaoka super, une équipe défensivement qui a été solide et qui encaisse mine de rien le petit but à la fin, donc qui s'impose 5-1. Mais voilà, on est face à une équipe en face quand même qui était très solide de Austin jusqu'à présent, mais les limites qu'elle montre offensivement, et elles l'ont desservi puisque face à une équipe comme Vancouver qui défend très bien et qui fait très mal offensivement sur les transitions, tu te retrouves un peu débordé dans tous les sens. Donc belle victoire 5-1 de Vancouver, 4,77 de XG en plus, c'est qu'ils n'ont pas surperformé. Donc vraiment une équipe qui est en tête de la conférence Ouest et qui le mérite. Et qui va aller jouer contre Miami en demi-finale de la CONCACAF Champions Cup et qui pour moi peut vraiment créer la surprise. Ensuite on avait Dallas qui recevait Seattle. Je vous disais que je voyais Dallas quand même favori sur ce match avec la méforme de Seattle, mais c'est bien les visiteurs qui se sont imposés 1-0 avec un Dallas qui a été catastrophique, 0,44 de XG. Ce qui est inquiétant, c'est que Petar Musa est sorti blessé à mi-temps, juste avant la mi-temps. Le coach a déclaré qu'il s'était tordu la cheville et qu'il espère que ce serait pas trop grave. Paes a tenu la baraque autant qu'il a pu, mais c'est une équipe qui, même avec Lucho Acosta, n'a rien montré. Et dans tous les compartiments du jeu, tout simplement. En face, Seattle, on a eu une belle équipe, un bon Pedro de la Vega qui frappe sur le poteau, une superbe frappe qui est bien suivie par Musovski qui était en mode renard des surfaces. Alors il y a eu ce but, mais il s'en est fait refuser un où il avait bien suivi. Obed Vargas a eu un volume de jeu assez incroyable et sort un énorme match. Donc voilà, une équipe de Seattle intéressante qui renoue avec la victoire. Pedro de la Vega, je le signale, est sorti à la mi-temps, pas parce qu'il était blessé, mais parce que c'était prévu pour sa reprise dans son temps de jeu. On sait que c'est un joueur qui est sujet aux blessures et il voulait pas risquer de le blesser. Donc 45 minutes de bonne qualité pour Pedro de la Vega. Et c'est toujours intéressant de voir Seattle s'imposer à l'extérieur avec une grosse assise défensive. On passe ensuite à Nashville qui recevait Salt Lake et qui s'est imposé 2-1 avec 2,79 de XG, Salt Lake 1,05, donc ça a respecté un peu la physionomie des XG, même si Nashville se fait surprendre par une bonne entame de jeu de Salt Lake et l'ouverture du score de Mark Zook qui suit bien une frappe de Luna. Bral a été très bon dans les buts mais n'a pas pu empêcher la victoire. Nashville, c'est une équipe qui est pleine de ressources, qui a des certitudes, qui est dangereuse dans le jeu, également sur coup de pied arrêté. Il y a beaucoup de qualité au milieu. Takzet sur les coups de pied arrêtés qui délivre une superbe balle sur un corner. Mouktar a encore raté des grosses occasions. Il faut le dire, à un moment, il a une énorme frappe dans les 6 mètres qu'il met sur le gardien. Il a laissé le penalty de la victoire à Suric, puisque c'est vrai qu'ils l'emportent quand même à la toute dernière minute, mais ils n'ont rien lâché. Ça a été un match à sens unique après l'égalisation. Kazem a encore été très bon, Takzet a été bon, Suric a été bon. Ils ont quand même eu chaud parce qu'ils auraient pu prendre un 2-1, mais ils ont réussi à garder le score. Et du coup, on est sur une belle équipe de Nashville qui s'impose 2-1. L'autre équipe qui s'impose à domicile, c'est Colorado Rapids qui gagne face à l'équipe en forme de San Diego 3-2. 3,33 de XG pour Colorado et 1,36 pour San Diego. C'était un super match à regarder, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, avec San Diego. Alors, on a CJ Dos Santos qui a commis une erreur sur le penalty où il n'a pas forcément besoin de sortir. Dreyer a encore été très bon avec Lozano.
On est sur un super but de la Torre, faut aller le voir, je vous invite à aller le voir. Les buts encaissés sont quand même évitables, il y a un penalty et en deuxième, c'est un cafouillage sur un corner où Yapi a bien suivi et le troisième, bon, il est imparable, hein, c'est très bien joué. Mais on a eu une belle équipe de Colorado, comme je vous disais, c'est l'équipe la plus difficile à lire, je pense, cette saison. Ils ont été plus incisifs, plus dominateurs, Stephen a encore été très bon. Notre ami George Mihailovic entre dans l'histoire comme étant le premier joueur à contribuer à 30 buts en 37 matchs avec les Rapids et il a été vraiment très très bon. Donc belle victoire de Colorado à domicile face à l'équipe en forme de San Diego. Une équipe qui s'impose comme je le sentais à domicile, c'est LAFC qui a battu San Jose 2-1. Un match qui a mis du temps à se décanter et c'est Palencia qui a allumé un pétard pour le faire. Donc un beau but de Palencia, Lloris qui a fait des arrêts importants, Giroud qui se précipite sur une transition où il est bien servi par Tillman, où la frappe est repoussée, et puis Bouanga qui suit bien. Mine de rien, dans les XG, San Jose c'est 1,83 et LAFC 1,48. Inquiétant, c'est que Daniel, le gardien de San Jose, est sorti à la 20e minute. Et on n'a pas eu de nouvelles sur la nature de la blessure, mais on sait que c'est un joueur qui revient des croisés, donc j'espère que c'est pas ça. Je pense qu'on va avoir des nouvelles dans les quelques jours qui vont arriver. Rodriguez a fait un match XXL derrière, il était partout. Mais bon, c'est LAFC qui s'impose, mais San Jose a quand même été dangereux et les a inquiétés. L'autre équipe de LA, donc les Galaxy, n'a pas réussi à s'imposer face à Houston, 0-4 de XG. Et il s'en sort grâce à un super coup franc de Diego Fagundez. Ils ont su revenir au score, ils ont joué à 10 très rapidement puisque Zanka, le défenseur central, a pris un rouge au bout de 20 minutes. Et ça a été un match très compliqué pour eux. Dans le jeu, il n'y a pas grand-chose. Il faut que Ricky Puig revienne. Hein, je sais pas, greffez-lui une jambe, faites de la magie vaudou, faites quelque chose, mais faites revenir Ricky Puig parce qu'en fait, on se rend compte que sans lui, c'est l'équipe qu'il y avait avant qu'il arrive. C'est-à-dire, il n'y a rien. Il y a des joueurs comme Peck, comme Pencil, qui sont des joueurs de qualité, mais qui sont méconnaissables. Houston les a dominés, 1,3 de XG. Ponce a été très bon, très roman devant avec son but. Ils ont été dominateurs, mais ça manque encore de qualité, donc j'ai hâte que les DP soient prêts à jouer. Mais en tout cas, un bon résultat à l'extérieur, on va dire, pour Houston, qui continue à être un peu la bête noire du Galaxy et ne pas perdre face à eux. On va passer au match du dimanche. C'était SKC qui recevait Portland. Comme je vous disais, c'était un match qui m'intéressait parce que je voulais voir si l'électrochoc du départ de Pete Vermes allait continuer pour SKC. Rien n'a fait, hein. Ils ont perdu 4-2 à domicile. Ça a été quand même un match hyper sympa puisqu'au bout d'une demi-heure, il y avait deux partout. Je l'ai regardé, c'était pas mal. Mais bon, SKC, c'est une équipe qui défensivement est catastrophique, on va le dire. Après, je note qu'ils ont eu 2,15 de XG et Portland 1,18. Portland a clairement, donc vous voyez, a mis 4 buts, donc a surperformé dans les XG. Ils ont mis des buts très rapides sur les transitions. C'est une équipe qui va très vite offensivement avec Dacosta. Kelsey a été excellent. Et c'est une équipe qui a été tout simplement très efficace. SKC, bon, Chapi Souleimanov, j'ai pas compris. C'est leur meilleur joueur offensivement hier. Il sort à la 55e minute. Faudra m'expliquer un peu plus. La défense Gruyère, c'est un peu leur point faible de toute façon. Et puis Joveljic a été bon. Alors il met un premier beau but sur penalty, une Panenka. Et le deuxième, Pantemis en arrête encore un. Une deuxième mi-temps catastrophique et pauvre d'SKC qui se sont écroulés. Donc voilà, il y a encore du boulot pour cette équipe qui s'incline face à Portland. L'autre match, c'était Chicago qui recevait Miami et ça s'est clôturé sur un 0-0. Nos amis de Miami ont quand même du mal à marquer. Il faut noter Oustari était encore dans le 11 titulaire, donc Calendar semble ne pas être le numéro 1. Une première mi-temps clairement soporifique où ils ont été dominés par une belle équipe de Chicago. Omari Glasgow du côté de Chicago, notez bien ce nom, a été excellent. On a eu le trio devant, Kuipers, Zinkernagel, Bamba, toujours intéressant en transition et qui a bien fait les choses, sauf dans la finition, la dernière passe où il y a eu pas mal de déchets sur des centres ou des dernières passes. Mais Miami a manqué d'inspiration, ils s'en sont remis à des coups francs de Messi, dont un qui a failli faire mouche, bien sorti par notre ami Chris Brady, encore très très bon au but. Mais Miami, coup d'arrêt pour eux à Chicago. Le dernier match de la journée, c'était ce qui recevait Columbus et qui s'incline à domicile 2-1. Match assez ouvert et sympa à regarder. 1,66 de XG pour Saint-Louis, 1,82 pour Columbus. Donc un match assez serré. Saint-Louis avait de quoi rentrer avec 2 buts à la mi-temps, mais avec Klose devant qui a été assez maladroit, même si je note qu'il a marqué son but et c'était son premier depuis mai 2024. Beaucoup de situations, ils peuvent faire beaucoup mieux. Lund a été très bon dans les buts.
Et du côté de Columbus, Grossi, très très bon buteur, Morera qui met un super but. C'est pour moi aujourd'hui la meilleure équipe de MLS, Columbus, celle qui a le plus de certitude. Gazdag a joué une mi-temps et a pas été loin de mettre son but puisqu'il y a un hors-jeu très très limite. Donc Columbus, voilà, leader de sa conférence et qui avec Vancouver est la meilleure équipe aujourd'hui en MLS. Eh bien, après avoir été dans le détail, on va faire un petit récap des tops et des flops ce week-end. Donc, pour moi, les flops, c'est là on a des joueurs qui, pour moi, sont en sous-performance et des top joueurs. Alors, il faut le corréler avec l'amélioration des défenses et des gardiens qui sont très très bons de cette saison. Almiron et Atlanta, c'est flop pour le moment et je sais pas si Delia a les réponses, mais en tout cas, ça commence à être très inquiétant. Austin qui va prendre une gifle, hein, mine de rien. Bah, Austin qui est une équipe pénible à jouer mais qui va se faire gifler 5-1 à Portland. Et bien sûr Miami qui tire un peu la langue et on voit des joueurs un peu tendus, tout le temps un peu à chercher les histoires. Et une équipe qui semble, malgré des bons résultats, avoir un petit peu plus de mal depuis quelques semaines. Les tops, c'est Carles Real qui est essentiel à New England. Et hormis son but, c'est dans le jeu tout ce qu'il apporte qui est incroyable. Il y a également un autre truc incroyable, un autre joueur, c'est Brian White et Vancouver, faut les mettre ensemble. Columbus, qui est une équipe qui est très très costote et qui est la dernière équipe à être invaincue en MLS. Et bien sûr Nashville, je les note puisque Nashville est une équipe qui a beaucoup de qualité et très intéressante. Pour faire un point classement sur la conférence Ouest, on est donc avec Vancouver en tête avec 4 points d'avance sur le deuxième Minnesota et San Diego qui ferment la marche du podium. Portland se classe quatrième, donc comme je vous le disais plutôt bien. Et on a ensuite des équipes qui se tiennent en quelques points, hein. Vous voyez Austin qui est sixième avec 13 points. Et on a Saint-Louis douzième avec 8 points. Donc c'est très très serré dans cette conférence. Du côté de l'Est, on a Columbus seul en tête avec 18 points. C'est 5 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. Et ensuite, c'est suivi par Charlotte, Cincinnati, Miami. Hors playoff, pour le moment, on a New York, Atlanta, New England, DC, Toronto, Montréal. Donc pas vraiment de surprise pour le moment par rapport à la qualité de jeu proposée. Eh bien écoutez, on a fait le tour pour les débriefs de cette semaine. Je vous remercie d'être toujours si nombreux à l'écouter. On se retrouve dès jeudi pour les actus MLS et également la 9e journée. À noter que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode puisque je suis en vacances à l'étranger. Je ne pourrai pas enregistrer. Donc je vous dis à cette semaine pour un épisode de MLS Time et pour préparer la 9e journée. À bientôt sur MLS Time.